Bonjour, ici Jenny. Bonjour, ici Claire. Bienvenue dans l'univers Franzine, un podcast qui sillonne la Suisse. Vous écoutez des témoignages retraçant des parcours aussi bien personnels que professionnels afin de mieux comprendre le quotidien en Suisse. Notre engagement, proposer des partages enthousiasmants et inspirants et devenir votre média de proximité. À vos écoutes pour l'épisode de la semaine. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Lionel Guerra, un parcours entre des rôles dans le risque en consulting, oui. En asset management dans des grands groupes suisses. Et aussi, ce qui va ressortir de cette interview, c'est justement les créations de communautés que tu as pu faire, tous les contenus aussi. C'est un top voice LinkedIn, pour ceux qui utilisent l'outil. Ils comprendront. Donc voilà, aussi peut-être le côté influence dans ce networking technologique. On va en parler. Exactement. Merci Lionel. Merci à toi Jenny, et c'est un plaisir d'être là. J'aurais jamais imaginé que ça puisse arriver, mais finalement tu as réussi à me convaincre et je suis très content d'être là et de pouvoir raconter quelques histoires. Et si ça peut aider les gens, tant mieux. Ouais, justement, je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Alors, soit par l'exemplarité, exactement, soit en fait avoir une diversité de voix, de parcours. Je trouve que absolument. Ça permet de nous faire notre avis sur la vie en Suisse. Donc, on est à Zurich. Absolument. Et aujourd'hui, il n'y a plus de neige. C'est ça. Mais ça va revenir. Et toi, quand est-ce que tu es arrivé en Suisse alémanique ? Alors, ça va faire 15 ans. Oui, puisque je viens de renouveler mon permis C pour la deuxième fois. Et donc, avant ça, un petit passage en Angleterre. Mais donc, à l'heure actuelle, j'ai passé plus de temps de ma vie à l'étranger qu'en France. Donc, pourquoi est-ce que tu es arrivé en Suisse ? Alors, l'arrivée en Suisse, c'était une opportunité. C'est quelque chose qu'on avait moyennement planifié. D'une part parce que nos parents et mes beaux-parents sont assez proches de la frontière, en fait. On vient de Grenoble avec mon épouse. Et donc, on s'était dit, il y aura un moment où, effectivement, ça vaudra le coup d'être un peu plus proche d'eux. Donc, on ne se voyait pas finir notre vie en Angleterre. Et un déménagement en Suisse, ça a été une opportunité qu'on a saisie. Donc, voilà. D'accord, donc pas trop préparé, très spontané. Non, je pense c'était dur pour la famille ? Spontané. Alors, spontané, oui et non. Puisque j'ai commencé à travailler pour une banque suisse à Londres en se disant, peut-être qu'un jour, ça serait utile ou ça serait intéressant de pouvoir travailler en Suisse. Et puis après, c'est une question d'opportunité. Pour les enfants, oui, ça a été dur. Et pour la famille en France, c'était beaucoup plus simple parce que c'est plus facile de venir en Suisse de Grenoble que d'aller à Londres. Et pour aussi ton épouse, quels ont été peut-être les défis en général dans la dynamique familiale, les réussites aussi ? Comment vous voyez ça maintenant avec le recul ? C'est une très bonne question. Alors, c'est notre deuxième expérience d'expatriation. La première a peut-être été plus compliquée parce qu'on s'est retrouvés, c'était la première fois, et je pense que quand on fait les choses une deuxième fois, on a déjà l'expérience qui permet peut-être de relativiser un petit peu les difficultés auxquelles on doit faire face. Mais en fait, dans les deux cas, je réfléchis et on a eu de la chance dans le sens où on a eu beaucoup d'aide, on a reçu beaucoup d'aide de la part de gens qui étaient autour de nous. Et je pense que le succès d'une expatriation, en fait, c'est ça. C'est arriver à s'intégrer et à trouver de l'aide auprès des gens qui sont proches plutôt que de se lamenter sans cesse en se disant « Ah, mais les choses seraient différentes si j'étais en France parce que j'aurais mes parents ou mes amis pour m'aider, en fait. » Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens ont été un appui pour toi apparemment à ce moment-là. Et toi, aujourd'hui, tu as un appui pour toute une communauté aussi. Oui, alors je pense que c'est de la nature. C'est ma nature, c'est peut-être pas donné à tout le monde n'a pas forcément envie de le faire, mais j'estime que effectivement j'ai beaucoup reçu et donc il faut donner aussi. Et des fois, il faut même donner avant de recevoir. Donc, pour moi, ça fait partie de la... je me pose même pas la question. Je suis désolé. C'est très bien. Et justement, comment tu es arrivé à reconstruire un réseau comme ça, aussi actif, un réseau professionnel ici en Suisse alémanique ? Est-ce que tu trouves que la culture s'y prête, ou tu étais un petit peu un ovni par ce côté, justement, de vouloir lier les personnes ? Je pense que les gens sont foncièrement intéressés à discuter, à échanger. Et c'est plus comment arriver à mettre les gens
en confiance et leur donner l'opportunité justement de pouvoir s'exprimer. Et surtout, je pense que c'est la qualité d'écoute. Si on demande à des gens de s'exprimer et qu'on ne prend pas la peine de les écouter, je pense que le message passe. Et donc, la prochaine fois, c'est non, quoi. Donc, je pense que c'est ça. Le secret, c'est que pour moi, ça a toujours été un petit peu le fil conducteur, que ce soit les 13 ans qu'on a passés en Angleterre ou les 15 ans qu'on vient de passer en Suisse. C'est d'être attentif à ce que les gens autour de moi me disent, s'imbiber de ce qu'ils me disent, de leur culture, et se considérer toujours comme un invité et gagner le droit de rester, en fait. Et pour moi, c'est ça qui est important, c'est se montrer digne de pouvoir rester, et ça passe par écouter les gens et comprendre leur culture et s'imbiber de leur culture et abandonner la sienne en quelque sorte. Et je pense que certaines personnes sont peut-être pas capables ou n'en ont pas conscience, et donc ça donne des expatriations qui sont un petit peu ratées, je pense. Et je vais aller dans ton sens parce que c'est un bon conseil pour les expatriés, les gens qui viennent d'arriver, qui veulent venir. Ça a l'air très facile à dire, de dire justement on va s'adapter, on va créer de la confiance, on va être patient, on va écouter les autres. Mais dans les faits, c'est un vrai travail du quotidien. Oui, je pense que c'est là où certaines personnes peut-être perdent patience, parce que c'est aussi quelque chose qui demande de la répétition, et on ne sera pas accepté au premier coup, mais c'est pas parce qu'on n'est pas accepté au premier coup qu'on ne sera pas accepté à la fin. Il va juste falloir qu'il y ait un déclic, et justement je pense que c'est à nous à trouver ce déclic et à créer ce déclic, plutôt que de se barricader, de s'enfermer dans sa culture, en fait. Et au sein de tes équipes, parce que quand même, tu as aussi du management, des grands projets de transformation, est-ce que tu as dû aussi recalibrer ton leadership ou... Non, je pense que c'est plus une question de nature. Et donc, si on est ouvert aux personnes, on sera peu importe si la personne est suisse ou pas suisse, d'autant que que ce soit Londres ou ici à Zurich, ce sont des environnements qui sont assez cosmopolitains, et il y a très peu d'équipes ou d'entités où il y aura que des gens d'ici, en fait. Donc on s'appuie là-dessus, et pour moi c'est un signe d'ouverture par rapport aux autres. Et donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, en fait. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et le leadership, je ne l'ai pas changé parce que c'est ma nature, en fait. Donc je n'ai pas eu d'effort particulier à faire. Je vois. Et justement, dans ça tes fait équipes... un petit peu, je suis désolé. Non, mais ça fait que en fait, tu étais suisse avant d'arriver. Tu étais fait pour être là. Oui, et je pense... Alors, oui, pour moi, je ne sais pas. Je pense que les autres peuvent en parler. Mais je trouve qu'effectivement... la nature de ce pays, qui mélange plusieurs communautés linguistiques, c'est par essence un pays qui arrive à créer des liens entre les cultures. Et ça a une richesse qui est phénoménale. Et chaque fois qu'on a l'occasion de voyager en Suisse, que ce soit... alors quand je vais par exemple dans la partie francophone et italophone, on a l'impression qu'on est à l'étranger, mais on est toujours dans le même pays. Et c'est formidable. C'est une richesse qu'on n'a pas forcément en France. La France semble beaucoup plus uniforme. Ou du moins, c'est de l'expérience que j'en ai fait. Peut-être qu'ici, il y a une vraie notion de bien commun, alors qu'on peut voir parfois les Suisses comme un peu plus individualistes sur certaines choses, mais il y a le bien vivre commun. Tu serais d'accord avec ça ? Je pense que c'est dans la culture de chercher le consensus, et donc en fait ça les amène à être beaucoup plus ouverts aux idées des autres, et effectivement dans le sens d'un bien commun. Et je pense que alors je sais pas, c'est la manière dont je l'analyse, c'est peut-être la force des petits pays. Parce que s'ils commencent à se taper dessus, ça va pas le faire, quoi. Ils sont trop petits pour pouvoir. Donc ils ont vraiment besoin d'être unis. Et je trouve que c'est une très belle histoire. Donc je suis content de pouvoir en bénéficier. Et dans la mesure du possible, d'y participer. Et je pense que c'est surtout ça qui me guide. C'est de participer autant que possible, quoi.
Si on plonge un petit peu plus dans ta carrière, où quand même tu as eu aussi des rôles, c'est peut-être pas le bon mot, mais des rôles de vente, hein, tu as représenté des C'est entreprises. pas un gros mot, la vente. Oui, c'est voilà, pas alors c'est pas un gros mot, mais Non, justement, c'est pas quand un on gros cherche mot. le consensus, est-ce qu'on peut proposer les produits de la même manière? Alors, je pense que personne ne veut subir la vente. Et donc, en fait, la manière que j'ai d'approcher la vente, c'est plus une manière d'aider les autres et de résoudre un problème. Et ce faisant, je vais vendre un service ou je vais vendre un produit. Et donc, en fait, je pense que quand on commence à l'approcher de cette manière-là, la relation immédiatement change. Parce que je vais pas essayer de vous forcer à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Je vais plutôt m'attacher à vous montrer comment vous pourrez faire les choses plus facilement avec le produit ou le service que je vends. Et quand on se met dans cette logique-là, je pense que ça change. Il y a plus ce rapport de force où j'essaye de vendre mon truc. C'est plus une collaboration. Et je pense que c'est ça qui fait que l'approche peut-être prend plus de temps, mais a peut-être un taux de succès, certainement un taux de succès plus élevé, parce que en fait, ça va être fait en bonne intelligence et pas parce qu'on va se sentir forcé. Des business partners à long terme. Oui, tout à fait. Et c'est cet aspect de collaboration qu'on mentionne. Oui, et au sein de tes équipes, parce que forcément sur les projets plus IT, peut-être qu'on voit moins le côté humain, peut-être qu'on voit plus le côté projet, développement, delivery. Est-ce que là aussi, tu as dû un petit peu réaxer ta communication, comme dans les pays nordiques, hein, on sait qu'il y a moins d'ordres donnés. Je vais pas rentrer sur les pays nordiques, je connais pas, donc je préfère pas. Pour ce qui est des produits IT ou des delivery IT, les projets sur lesquels j'étais amené à travailler, j'ai fait les deux. J'ai fait à la fois business analysis et aussi client de l'autre côté. Je pense que la nature d'un bon projet IT, c'est qu'est-ce qu'on va définir, c'est les fonctionnalités qu'on veut chercher à résoudre. Et donc, en fait, ça revient à de la vente, c'est la même chose. Il y a un problème à résoudre et le système est là il est construit pour résoudre ce problème-là. Donc, en fait, de ce point de vue-là, c'est plus une question de se fixer des objectifs et de dire ok, qu'est-ce que je dois absolument délivrer avec ce système et quelles sont les fonctionnalités qui pourront peut-être attendre un peu plus et ensuite c'est cette collaboration que je mentionnais plus tôt, c'est d'avoir une bonne entente entre les équipes qui délivrent et puis le client et en fait arriver à se mettre d'accord sur ce qui est important et qui doit être fait et ce qui peut peut-être venir plus tard. Et je pense que la plupart des problèmes auxquels j'ai dû faire face, c'est que justement, on n'avait pas clarifié ça assez. Et en fait, il y avait un manque de priorité, en fait. Mais à partir du moment où on a fixé les bonnes priorités et qu'on délivre ce qui est prévu, normalement, ça marche bien. Clear is kind. Oui. C'est ça. Moi, je t'emmène sur un autre outil, hein, LinkedIn, que j'utilise aussi pas mal. Oui, allons-y. Je découvre, parce que bon, être top voice, pour ceux qui ne le savent pas, ça reste rare. Je sais pas combien il y en a ensuite, je sais même pas si on a les chiffres. C'est un programme très secret, alors c'est compliqué, mais j'en découvre de plus en plus tous les jours, donc tant mieux. Donc voilà, allons-y. Alors comment t'en es arrivé là? C'est parce que t'as posté régulièrement? Oui, il n'y a pas de... Alors, c'est sur invitation, et j'ai eu la chance d'être invité. Je pense que LinkedIn a une stratégie qui n'ont pas forcément la volonté de montrer ou d'expliquer clairement. Et l'idée principalement, c'est une idée commerciale. Faut pas se leurrer. LinkedIn a pour objectif de garder les gens sur la plateforme le plus longtemps possible, pour leur montrer de la publicité, pour les inviter à payer des abonnements. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à avoir un groupe de personnes, donc Top Voice, qu'ils ont eux-mêmes identifié, formés, qui vont produire du contenu qui sera intéressant et qui va permettre aux autres membres de la plateforme
d'apprendre, de collaborer et de rester sur la plateforme. Donc voilà, donc je pense que c'est une fois qu'on a compris la logique dans laquelle ça se présente, ça devient tout de suite plus clair. Et donc, comment ça s'est passé? Donc, en créant du contenu de manière régulière. Mais je pense qu'après, chacun a sa manière de créer le contenu. Et puis, il y a qu'est-ce qu'on fait du contenu. Et moi, ce que je m'attache à faire, c'est pas créer du contenu pour divertir une audience. Je ne suis pas dans le entertainment business. Mon idée, c'était plutôt d'essayer de trouver des moyens d'utiliser la plateforme pour amener les gens à collaborer, en fait. Alors, que ce soit par le biais du contenu, mais aussi par le biais des activités qu'on peut arriver à organiser par le biais de la plateforme. Et en fait, je pense que c'est ça qui fait que ça a été un des facteurs, parce que après avoir fait le programme de formation de LinkedIn, j'ai vu, et on a créé un groupe avec tous ceux qui étaient dans le programme. Et une fois que les Top Voice ont été sélectionnés, j'ai vu que tout le groupe n'était pas dans les Top Voice. Donc en fait, il y a eu une sélection qui s'est faite. Je pense que cette sélection se fait sur la base de l'engagement qu'on arrive à créer par le contenu. Et il y a certainement des gens qui sont très doués pour informer, pour divertir et qui vont créer de l'engagement sur leur contenu. Moi, c'est pas l'angle que j'ai pris. Le contenu que j'ai proposé ou ce que j'essayais de faire avec la plateforme, c'était plutôt amener les gens à travailler ensemble et à collaborer ensemble. Et c'est peut-être ça qui a fait c'était une autre voie. Donc voilà. Après, c'est pas comme YouTube où ça peut devenir monétisé quand tu as beaucoup de retours. Alors, pas à l'heure actuelle que je sache, et je pense pas que ce soit dans les tuyaux pour LinkedIn. Mais après, il y a toujours des moyens de monétisation en dehors de LinkedIn. Et donc, on peut créer des clubs pour lesquels on demande un abonnement. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles. Hyper intéressant. Mais moi, pas comme YouTube. Pas comme YouTube. Non, pas encore, peut-être. Je sais pas sais pas si c'est le bon business model. Et j'espère qu'on n'en viendra pas là, parce que d'avoir des pubs en plein milieu des vidéos, c'est compliqué. Mais je vois que c'est ce qui se passe maintenant de plus en plus sur le podcast. Alors je sais pas à quel moment on fait une pause pour que tu puisses non, il n'y a pas de pub. Pas de pub avec Franzine. Si vous souhaitez sponsoriser Franzine. Voilà. Tu vois, je t'en la perche. Merci, on s'entraide. Lionel, moi j'ai une autre question aussi, parce que forcément moi je travaille avec des corporates et je vois que parfois la communication, c'est même inscrit dans le contrat, comment communiquer ou pas. Et toi en fait, t'es arrivé à avoir ta voix personnelle, à faire du personal branding finalement. Oui, c'est à ça que ça revient. Ça a valorisé évidemment tes activités, ton entreprise par ricochet. Comment ça a été vu ça? Organisé par l'entreprise, donc dans les règles de l'art et sous le contrôle de compliance. Donc c'est pas du off-piste. Et donc je pense que c'est ce qui permet aussi d'être plus authentique. Et je pense qu'on y viendra peut-être après dans tes questions. C'est de savoir que y a des règles et qu'on doit évoluer dans les règles, et qu'en fait ça rend la chose plus facile. Parce que du coup, je me pose pas sans cesse la question, mais est-ce que c'est pas too much ou pas, quoi. Donc en fait, voilà, très bien organisé de la part de mon employeur. Moi, il y a un poste en particulier qui est récurrent chez toi, que j'aime beaucoup parce qu'il est plus journalistique, où tu vas, tu sais, choisir quelques articles que tu as vu passer dans la semaine. Ah oui, j'ai arrêté de faire ça, ça prenait trop de temps. J'imagine. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien recommencer à faire. Et donc effectivement, l'idée, c'était de se dire, je peux servir d'amplificateur à des personnes qui ont peut-être moins d'audience ou moins de visibilité, et qui pourtant se décarcassent et produisent des choses qui sont intéressantes, des idées qui peuvent être utiles à d'autres. Et donc en fait, arriver à faire un petit peu cette synthèse des 3 idées que j'ai vues pendant la semaine, qui m'ont interpellé, sur lesquelles peut-être j'ai réagi, de gens qui sont dans mon réseau, que je connais, avec qui on partage quelque chose. Et en fait, on pourrait dire, c'est facile de faire ça. Oui, c'est facile, parce qu'il y a juste à prendre 3 posts. Mais en fait, ce que j'essayais de faire, c'était de choisir des posts de telle manière qu'il y ait une connexion entre les 3 posts et à raconter une histoire au fil des 3 posts. Et c'est ça que je trouvais le plus intéressant pour moi, c'est que c'était vraiment de la création, parce que on prenait 3 idées et on en faisait
une trame en fait. Et ensuite, donc au début, je faisais ça juste avec les screenshots des 3 posts. Après, je me suis mis j'ai essayé la vidéo. Et puis bon, après ça prend non mais trop de c'est temps. énorme, on se rend pas compte, la création voilà. de contenu de toute manière c'est un travail énorme. Voilà. Toi tu sais, et donc effectivement après bon, faire du one take c'est très compliqué sur des vidéos, enfin ça demande de l'habitude et je pense que ça me manque, je m'y remettrai, mais pour l'instant c'est pas possible. En tout cas, parmi nos auditeurs, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui vont se connecter avec toi après. C'est possible. Alors, c'est possible. Alors, j'avais commencé à mettre les vidéos sur YouTube, mais bon, c'était pas un succès foufou. Donc voilà. Donc, je pense que l'un dans l'autre, ont fait que j'ai arrêté. Et bizarrement, et je dirais c'est là où l'algorithme de LinkedIn est puissant. Je me suis aperçu qu'en fait, du coup, depuis que j'avais arrêté de faire ça et que j'avais arrêté de sauver ces publications que je comptais réutiliser pour faire mes vidéos à la fin de la semaine, l'algorithme me propose un autre contenu qui correspond plus à ce que maintenant je sauve. Donc en fait, l'algorithme apprend. Donc c'est pour ça que l'un dans l'autre, en fait, ça devient plus compliqué de créer ce type de contenu parce que j'ai moins accès à ce contenu. Il faudrait une période où je recommence à interagir avec ce genre de post pour que ça revienne dans mon feed. C'est vrai que c'est un outil hyper puissant, sous-estimé, qu'on n'utilise pas à son plein potentiel. Non, mais enfin, on y reviendra après, peut-être, la notion d'influence. Ça m'intéresse. Ouais. Alors, la notion d'influence. J'aime pas la notion d'influence. C'est pas quelque chose. Enfin, ça me met un peu mal à l'aise. Ça fait un petit peu manipulateur. On va essayer d'influencer les gens à l'insu de leur plein gré, comme on pourrait le dire. Et ça, c'est là où je pense qu'il y a une rupture du contrat entre un professionnel ou même quiconque et la personne qui l'écoute. À partir du moment où il y a un objectif caché, je pense que c'est là où ça devient compliqué. Donc, mon objectif, ça a toujours été, en utilisant les réseaux sociaux, d'essayer de favoriser le dialogue et l'échange plutôt que d'essayer de favoriser l'influence. Et l'idée, c'est pas de construire une audience qui consomme le contenu et donc qui se ferait soi-disant influencer, mais c'est plus de construire une communauté qui partage des idées et qui va échanger en fait. Et donc c'est pour ça que je suis très attentif à essayer d'engager le dialogue sur chacun des commentaires qui sont laissés, alors qu'on verra des gens qui sont plutôt dans un objectif audience, qui vont pousser du contenu, qui vont produire du contenu, le publier sur les réseaux sociaux et laisser les gens se débrouiller avec. Et je trouve que c'est une occasion gâchée de pouvoir engager la conversation avec les gens qui consomment le contenu et qui ont peut-être des idées à apporter en fait, et qui ont même certainement des idées à apporter. Et donc pour moi, c'est le plus gros manque de respect par rapport aux gens qui prennent le temps de laisser des commentaires, dans la mesure où ils ont pris le temps de consommer le contenu, d'y réfléchir et de laisser un commentaire. La moindre des choses, c'est d'engager la conversation. Je suis entièrement d'accord avec toi et aligné aussi. C'est pour ça qu'on se rejoint, je pense. Oui, c'est ça, on se rejoint, on donne pas de conclusion. C'est aussi l'esprit peut-être français qui nous a formés au débat. Non, toi, t'es pas sur ça. Oh là là. Moi, en tout cas, c'était les cours de philo et de dire qu'il n'y a pas forcément une seule vérité. Donc ça va pas le faire. Ça sera pas mon cas. Mais oui, ne pas présenter ou ne pas imposer de vue. Faites-vous votre avis, surtout toujours. Recherchez plusieurs informations. C'est pour ça qu'il y a une diversité de voix. Absolument. Et que tu mets aussi en avant. Absolument. Et un des principes que j'essaye de pousser, c'est celui de la triangularisation. Parce qu'en fait, on n'a jamais la vérité d'une seule source. Et je pense que c'est utile d'avoir au moins 3 points pour pouvoir arriver à trouver où se situe la vérité, parce que ça sera entre ces 3 points. Et dans la mesure du possible, pas 3 points de la même source. Sinon, c'est pas 3 sources, évidemment. Et je pense que c'est un petit peu la problématique qu'on a sur les réseaux sociaux, où il va y avoir ce biais de confirmation, parce qu'en fait, l'algorithme va continuer à vous montrer des choses que vous aimez,
Et donc, en fait, très rapidement, vous pouvez vous retrouver avec qu'une seule manière de voir et de penser. Je pense que c'est un des gros dangers. Donc, il faut en avoir conscience. Et après, il faut essayer de l'atténuer, si possible. Je ne sais pas si tu as remarqué, Lionel, avant, quand je t'ai dit ça, c'est peut-être très français, tu as eu un mouvement de recul. Alors peut-être qu'on va revenir sur le côté identitaire, culturel, et justement ce qui reste de français en toi, ce que tu définis comme encore français, en ta famille en général, les choses à part la langue, et justement, est-ce que la langue même a influencé des idées? Alors, je pense que l'identité, on a quitté la France... Et en fait, on a gardé peut-être l'image qu'on avait de la France quand on est parti. Au début, quand on était en Angleterre, ça m'a toujours fait rigoler quand les gens parlaient de reverse cultural shock. Mais en fait, c'est vrai. Alors, on l'a pas vécu parce qu'on n'est pas rentré en France. Mais comme on a eu l'occasion de changer de pays, en fait, je pense qu'on s'est aperçu que effectivement, on quitte un pays et donc on garde en tête cette image du pays qu'on a quitté. On le cristallise. On cristallise, exactement. Et même si on revient en France de manière fréquente pour des vacances ou pour des événements familiaux, c'est pas suffisant pour se réimprégner de la culture et de comment les choses ont évolué. Et donc en fait, on est toujours resté à la France de quand on l'a quitté en 97. Donc voilà. Après, c'est pareil. On a quitté l'Angleterre en 2009, 2010 pour les enfants et mon épouse. Et en fait, on est resté dans cette Angleterre-là. Et on voit que ça a beaucoup changé entre-temps. Quand on regarde les news, les nouvelles, on s'aperçoit qu'il y a quand même des choses qui ont évolué. Et donc, en fait, on continue à évoluer dans la culture du pays dans lequel on se trouve, mais on oublie un petit peu les cultures précédentes. C'est comme ça. Donc, tu n'envoies pas tes enfants faire leurs études en France, mais maintenant Non, ce n'était pas l'objectif. L'objectif, ça a toujours été de s'imprégner de la culture locale, que ce soit en Angleterre ou ici en Suisse. Et puis maintenant, c'est à eux de faire leur propre choix. Donc ils sont libres et s'ils veulent aller passer du temps en France, ils passent du temps en France. S'ils veulent aller étudier dans une autre partie de la Suisse, c'est eux qui font leur choix. Ou s'ils veulent faire un Erasmus comme le fait ma fille à l'heure actuelle, c'était son choix et voilà, donc elle baigne dans une autre culture pour 6 mois et elle aime ça. C'est un petit peu la manière dont ils ont été construits. Leur ADN a été d'avoir accès à plusieurs cultures, que ce soit la culture française qu'on a essayé de maintenir à la maison, mais avec imprégné des traditions locales. Et justement, avant, tu parlais de la richesse culturelle, du multiculturel. Oui. Quand même, dans ces transitions, est-ce qu'il y avait de l'inconfort? Est-ce qu'il y en a encore? Il y a toujours de l'inconfort. Alors, il y a la barrière des langues qui peut amener de l'inconfort. Et puis après, il y a la mésentente ou la mauvaise compréhension de la culture qui peut être amenée à faire des choses qui sont mal interprétées de la part des gens autour de soi et réciproquement. Mais le plus simple, c'est d'en parler. Et je pense qu'en fait, on a eu... Il y a un exemple qui me vient en tête dans les premiers jours, les premiers mois où on était en Suisse, où on n'a pas respecté certaines règles qu'on ne connaissait pas. Et le voisin a eu l'amabilité de venir et de nous expliquer. Et c'est clair que quand on ne sait pas, on peut faire des erreurs. Mais si quelqu'un prend la peine de venir vous expliquer, après, vous apprenez. Et donc, vous respectez les règles. Et je pense qu'au début, on l'a mal pris. Mais maintenant, avec le recul, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'il ait pu nous faire. Donc, ça, c'est vraiment un épisode que je dois faire. Peut-être un juriste aussi, parce que nul n'est censé ignorer la loi dans tous les pays. Donc, ouais. Je ne peux pas venir à la bouche en cœur en disant « mais moi, je suis français ». Enfin, la première année, ça va à peu près. Mais même pas. Je pense que ça n'a jamais été la manière dont on a approché la chose. On a toujours essayé d'être... comme je l'ai dit, on est invité ici et on essaye de s'en tenir à ce rôle-là.
avec une certaine réserve, de s'imbiber de ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe pour pouvoir jouer un rôle, mais certainement pas de revendiquer notre statut français ou quoi que ce soit. C'est absolument pas l'idée dans laquelle on se trouve. C'est malvenu, ouais. Je pense que c'est malvenu. Enfin, si j'étais en France encore et que je sois exposé à ça, je pense que ça me mettrait mal à l'aise. Et ça donne pas envie d'intégrer l'autre. Donc en fait, je pense que c'est plutôt comme ça que je le vois. Donc oui, le juriste pourra certainement vous dire avec précision, mais en fait, en y réfléchissant, c'est pas des règles très compliquées à suivre. Et je pense que c'est beaucoup imprégné du respect de l'autre. Et donc en fait voilà, on passe pas la tondeuse le dimanche, par exemple. Le quotidien est très organisé. Les questions des bruits, du rangement. Le bruit, c'est sacré. Et maintenant, on est devenu peut-être trop... On sera jamais trop suisse, je pense. Mais c'est quelque chose qu'on apprécie. Le calme le dimanche, c'est super. Tout à fait. Surtout quand on vient de Londres, où c'est une autre culture. Et c'est... Oui, faut s'adapter, quoi. Même peut-être en France, certaines personnes vont plus parler pour exister. Ici, vraiment la valeur du silence, de l'écoute, comme tu as dit avant. Il y a ça, et puis il y a le respect du repos, en fait. Et je pense que ça, c'est aussi... on venait d'une culture française où... je pense on ne travaillait pas le week-end, on ne travaillait pas le dimanche en France. On arrive dans une culture anglaise où on a un Tesco qui est ouvert 24 heures sur 24, mais qui va faire ses courses un dimanche matin à 3 heures du matin? Je sais pas. A priori, il y a des gens puisqu'ils ouvrent. Et on passe maintenant dans une culture où si je fais du bricolage le samedi, il faut que je commence tôt parce que je sais qu'à 4h, 5h, le magasin de bricolage ferme. Et donc, si j'ai un problème et que je suis coincé avec mon bricolage et qu'il me faut une pièce, il faudra attendre le lundi, quoi. C'est une organisation. Exactement. Alors qu'en Angleterre, c'était c'est dimanche matin, c'est pas grave, le magasin de bricolage est ouvert. Donc, si j'ai un problème, j'irai chercher la pièce qui me manque. Mais c'est intéressant que tu parles d'équilibre aussi entre vie pro, vie privée. Est-ce que toi, tu arrives à mener des projets ou peut-être tu peux nous parler de tes futurs projets si tu en as, dans lesquels tu t'épanouis? C'est arrivé à faire à la fois cet aspect communauté, c'est très important pour moi. Donc c'est quelque chose que je fais à la fois au point de vue de mes relations de travail, mais c'est aussi, par exemple, aller en balade en montagne. Et ça, c'est quelque chose qu'on a redécouvert, parce que étant originaire de Grenoble, on a fait de la montagne quand on était plus jeune. On a fait du ski aussi. Quand on est parti à Londres, c'était pas un hobby qu'on pouvait faire. Le fait de revenir en Suisse, ça nous a reconnecté un petit peu à la montagne. Et donc en fait, c'est un petit peu là où on trouve l'équilibre. C'est d'arriver à faire justement des activités en extérieur, dans la nature, et de profiter du cadre qui est quand même phénoménal, quoi. Phénoménal, absolument. Ouais, alors moi je suis de Grenoble, donc en fait, aussi, toi, je suis de Grenoble, donc en fait j'ai toujours grandi au milieu des montagnes. De revenir ici proche des Alpes, c'était facile. Je sais que peut-être pour d'autres personnes qui préfèrent les horizons longs, c'est plus compliqué. Je sais que c'est quelque chose, par exemple, ma mère était de Narbonne et ses parents étaient aussi de Narbonne, et en déménageant à Grenoble, c'était compliqué pour eux parce qu'ils sont oppressés par les montagnes. Donc, mais bon, moi c'est quelque chose j'ai toujours grandi avec ça, donc ça me dérange pas. Tu vois, je voulais t'inviter à partager quelque chose d'inspirant. Je trouve que finir sur ce côté nature, profitons-en en Suisse. Oui, je pense que la grandeur dans la petitesse. Alors, petit pays, grands horizons. Oui, et en fait, je réfléchis. Il y a beaucoup de vallées en Suisse, et donc en fait, on s'aperçoit, on aurait pu penser que le périmètre de la montagne est court, mais en fait, il y a tellement de vallées que donc quand on fait le périmètre effectivement de la montagne, il y a beaucoup à faire.
Donc c'est effectivement, quand on va dans le détail, et je pense que c'est la métaphore en fait, quand on va dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a une grande richesse. Une multitude de chemins. Ouais, exactement. Et on n'a jamais exploré toutes les vallées de la Suisse. Et ça, on l'a vu, on a eu l'occasion de faire la Via Alpina en 2022. On a traversé la Suisse depuis Sargans jusqu'à Montreux. Et donc, d'une vallée à l'autre, tous les soirs, en passant par le col la journée. Ça a été un voyage un voyage de transformation, je pense. Et on a eu l'opportunité de rencontrer des gens, de faire des choses qu'on n'avait peut-être jamais faites, et de découvrir la Suisse au plus près, l'aspect nature de la Suisse. Et c'est formidable. C'est très sportif là. Ouais, je dois m'entraîner un petit peu, Lionel. Ça se fait. C'est pas non plus la montée de l'Himalaya ou de l'Everest. Bon, super. Moi, je crois qu'en ces quelques minutes là, cet épisode, on a pu avoir un condensé aussi bien de ton chemin personnel, professionnel évidemment, des valeurs qui t'animent, pour poursuivre la conversation. Donc, vous pouvez contacter Lionel. LinkedIn sera la plateforme la plus adaptée. J'ai essayé les autres plateformes, mais avec peu de succès. Donc, petit à petit, je les ai abandonnées. Et donc, sur YouTube, il y aura, comme on en a parlé, quelques vidéos que j'espère pouvoir reprendre. Très bien, tu pourras partager le podcast également. Absolument. Alors, podcast, c'est pas un outil que je pratique, mais je trouve ça intéressant. Donc, je vais y réfléchir. On parlera des chiffres, des retombées, donc j'espère. Voilà, je compte sur vos écoutes. Absolument. Merci beaucoup, Lionel. Avec beaucoup de plaisir, Jenny. À bientôt, tout le monde. Merci de vos écoutes. Au revoir. Merci pour votre écoute et surtout n'hésitez pas à poursuivre les échanges à travers les différentes plateformes. On vous invite également à repartager largement tout ce que l'on fait avec Franzine, à vous abonner, liker, laisser des étoiles pour ne rien manquer des prochains épisodes. De nos rencontres à vos oreilles, Franzine, votre média suisse. Alles Gute! Tout de bon!